Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Sarah Bilot, je suis déléguée générale d'Animafac et j'ai la mission d'animer ce temps de restitution, d'échange autour d'une recherche que vous avez menée, Giorgia Di Francesca, avec Morgane, que je vais vous laisser se présenter juste après sur la question de l'hybridité des ressources au regard de la crise sanitaire. Comme l'atelier d'avant, alors vu les timings, je ne sais pas comment s'est passé l'atelier précédent pour les personnes qui nous ont rejoints, on va avoir une petite vingtaine de minutes de présentation de la recherche, avec quelques questions qui seront posées aux collègues à côté de moi, et puis un petit temps d'une dizaine de minutes d'échange avec vous dans la salle sur comment est-ce que vous voyez les choses, est-ce que vous avez des choses à rajouter, etc. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Giulia, peut-être. Je suis chercheuse postdoc à l'Université di Milano Politecnico et je travaille sur les pesées des deux pays Oriane en Olès, où j'étais postdoc l'année passée. Et moi, je vais juste introduire la recherche, donc quelques mots d'introduction. Je vais un peu souligner les objectifs et les questions qu'on s'est posées et quelques résultats. Donc, on a commencé cette recherche parce qu'on était déjà sollicité par certains acteurs du terrain par rapport à les contradictions des l'hybridation des ressources et de la difficulté de faire face à la baisse des financements publics et de l'autre côté, donc, de trouver des nouveaux modèles économiques et de financer les activités par moyen des ressources propres. Les contextes de la pandémie a évidencié, une réalité. D'un côté, les subventions publiques sont restées et les organisations qui avaient hybridisé fortement leur modèle économique se sont retrouvées dans la difficulté de financer par moyen des ressources propres les activités. Et de plus, il y a les secteurs artistiques culturels qui a un secteur en forte, rien ne va en parler beaucoup mieux que moi, mais qui est un secteur qui vit des tensions depuis longtemps et qui peut faire face à une démocratisation culturelle et donc maintenir des aspects d'identité organisationnelle associative forte. De l'autre côté, on doit balancer et trouver des compromis afin de créer des modèles économiques et publics. Donc à partir de ce contexte, on s'est posé la question, des questions sur comment construire des modèles économiques. Donc, quels sont des modèles économiques hybrides, donc, quels sont les processus de ces modèles, et de l'autre côté, comment les organisations hybrides arrivent en tout cas à maintenir une identité organisationnelle associative, et donc dans les cas les secteurs artistiques culturels, maintenir cet objectif et cet rôle sociopolitique de démocratisation culturelle. Donc les objectifs de la recherche étaient sur trois points principaux. D'un côté, dans l'étude et l'analyse de les différentes stratégies d'hybridisation des ressources, comprendre comment dépasser d'un point de vue analytique une approche strictement budgétaire, donc prendre en considération des ressources différentes que les ressources financières, dépasser les modèles dichotomiques des ressources privées-publiques et donc des modèles qui sont soit encadrés dans la logique marché, soit encadrés dans la logique des redistribution, pour remettre la réciprocité en différentes logiques au cœur de l'analyse. Et enfin, analyser les dynamiques territoriales des organisations en lien avec le concept de réciprocité et comprendre dans deux lieux différents, parce qu'on a les 4 cas d'études, 2 dans un milieu rural, 2 dans un milieu urbain,
les contextualiser dans leur territoire, dans leur réseau, et comprendre quel type de dynamique, quel type de liens, des confiances et des collaborations ou d'autres natures peuvent se créer sur les territoires. Donc à partir de ces cadres, on s'est posé, comme je disais, cette question d'un côté, quel modèle économique, socio-économique et comment balancer l'identité organisationnelle et des modèles économiques innovants, mais qui arrivent à mettre ensemble des logiques d'échanges différents. Et les résultats qui sont sortis sont surtout par rapport à cette troisième logique qui est plus souvent à oublier, la logique de la réciprocité, la mettre en évidence, la visibiliser et verbaliser. Donc, d'un côté, ce qu'on a remarqué avec les associations, c'est qu'il y a un ensemble des activités qui très souvent sont un peu mis à l'écart, comme si il y a pris moins en considération les associations, mais qui font vraiment la force des associations, et d'un point de vue économique et d'un point de vue du rôle socio-politique. Donc la réciprocité est comme élément identitaire et comme élément de communication image face aux partenaires et des capacités de déclencher les autres logiques d'échange. Et donc enfin, je passe la parole à mes collègues. Donc la réciprocité enfin est étudiée par moyen déclinée par moyen des différentes caractéristiques des organisations associatives, donc des associations. Nous en particulier, ce qu'on a étudié, c'était la gouvernance interne-externe des organisations, les moyennages territoriaux des associations et les développements des différents partenariats. Je pense que je vais laisser la parole à Franck. Tu pourrais peut-être nous dire un petit peu comment vous avez monté cette recherche? C'est un peu particulier, il n'y a pas qu'un seul acteur associatif, et puis là, un petit peu de Georgia. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est, comment vous avez monté ça, comment vous avez eu l'idée et peut-être te présenter aussi. Ah oui, me présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Francisca Vetrella, je suis enseignant-chercheur en économie à l'Université d'Aix-Marseille et chercheur au LEST, qui est un laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Alors Georgia a expliqué un peu pourquoi du coup on est sur cette recherche-là. Je voulais juste ajouter qu'il manque une personne aujourd'hui autour de la table, qui est Julien Maisonas, et qui est aussi il est enseignant-chercheur en gestion et qui a participé à cette recherche-là. Alors, on avait de fait voulu construire la recherche en partenariat avec des acteurs de terrain. Alors, on ne dit pas recherche participative ni recherche-action parce que le temps était assez limité et qu'on avait envie quand même, on joue peut-être sur les mots, on avait envie de les impliquer à toutes les étapes du projet. Donc, pour répondre à l'appel d'offres de l'IFMA, on s'est déjà vu en octobre-novembre 2020 pour discuter ensemble de ce que Georgia a dit sur les objectifs, cette intuition de départ, et voir dans quelle mesure ça parlait aussi aux acteurs. Et donc, on voulait que la recherche serve vraiment à la fois au terrain, comme on dit, et aux chercheurs. Alors, on a choisi les 4 associations dans le secteur artistique et culturel volontairement pour qu'elles soient à la fois diversifiées et homogènes. Georgia a dit qu'il y en avait 2 en milieu rural, 2 en milieu urbain, mais elles ont en commun en fait d'être vraiment ancrées sur leur territoire et à vouloir répondre à des besoins sociaux assez larges. Et prendre l'art et la culture comme un moyen en fait de développement, d'émancipation, de citoyenneté. Et donc elles avaient ça en commun dans les objectifs, cette vision de l'art et de la culture. Elles sont aussi de taille similaire. On a choisi de travailler sur des associations qui sont plutôt de taille moyenne, enfin petite, en fait c'est petite mais pas toute petite, entre 10 et 15 on ne dépasse pas les 10-15 salariés.
Mais donc elles restent petites, mais ce n'est pas les tout petites, elles ont des salariés, pas que des bénévoles. Et elles ont toutes émergé dans les années 90, donc elles ont toutes au moins 20-25 ans, ce qui est devenu aussi un élément important parce qu'en fait, répondre à la crise, ça montre aussi qu'elles ont une certaine légitimité sur le territoire, qu'elles ont pas mal de réseaux, qu'il y a un lien de confiance, Georgia a parlé de la réciprocité, il y a un lien de confiance aussi avec des acteurs publics, et donc on s'est rendu compte aussi que l'ancienneté était un élément important et qui pose la question peut-être de perspectives futures, de travailler avec des organisations de plus petite taille encore et plus récentes. Alors, donc, je laisserai Oriane présenter sa structure. Donc, je vous disais, on a co-construit la recherche en 4 phases. Une première phase où on a vraiment construit les hypothèses, comment la grille d'analyse, on leur a soumis ce qu'on voulait faire, ce que Georgia a expliqué, dépasser en fait un peu les approches classiques. Et puis pendant les différentes étapes, on a fait des entretiens semi-directifs avec des structures, donc avec la direction, avec des salariés et des membres bénévoles du CA. Et puis on s'est vu régulièrement et on a aussi fait une première journée de restitution en juin à Gap, parce qu'il y a 2 territoires chez nous, donc plutôt au milieu rural, où on a présenté nos premiers résultats dans l'idée en fait qu'on voulait retravailler, ça faisait partie du travail en fait, et pas d'arriver avec un rapport final avec nos conclusions qu'on soumet une fois que tout est fini. Et donc le message aussi que je voulais faire passer, enfin que nous voulions faire passer, c'est qu'à partir du moment où on a fait un premier rapport de recherche, il reste encore toute une phase qui n'a pas eu lieu, de rediscussion, de valorisation et de transmission en fait sur le terrain. Alors je continue encore 2 minutes. Ça n'a pas été facile. Je ne suis pas comme Adrien qui dit que ça a été fluide. On a rencontré beaucoup de difficultés qui ne sont pas du fait des associations. Les ententes étaient vraiment... c'est bien passé, tu nous diras, Oriane. Mais la première difficulté qu'on a eue, c'est l'appel d'offres lui-même. Tu l'as dit aussi un peu, Adrien. Face à la crise du Covid, comment on réagit? Sauf qu'en fait, on a fait tout pendant la crise du Covid, qui ne s'est jamais terminée. Et donc avoir des effets sur l'évolution des modèles socio-économiques, de l'hybridation des ressources. On a pu voir dans l'urgence comment elles ont réagi. Mais comme Georgia l'a dit, il y a eu beaucoup de subventions. L'État et les collectivités territoriales ont quand même joué leur rôle. Et donc on s'attend en fait à ce que des difficultés peut-être importantes arrivent aujourd'hui. Pas le temps de détailler, mais il y a eu beaucoup d'impact sur le bénévolat. Reconstruire, Oriane peut dire un mot, reconstruire un lien avec des bénévoles, avec du public, tout ça peut prendre du temps. Et donc on a eu beaucoup de mal à répondre en fait concrètement à la question de dire face au Covid, à part une réponse à court terme, l'impact à mon avis à moyen et à long terme, elle n'est pas encore vraiment identifiable. Donc on avait un peu déjà de mal par rapport à nos intuitions de départ, enfin nos questions de départ. Deuxième difficulté, c'est la temporalité en fait du projet lui-même. Les structures, même si elles étaient très volontaires, en fait, ont eu des emplois du temps surchargés. Sans doute à cause de la crise du Covid, qui a fait, dans le secteur culturel notamment, postposer beaucoup d'événements, de manifestations. Et donc nous, on est arrivé après, quand tout a repris, ou plus ou moins, et du coup, avec un agenda surchargé et des difficultés, du coup, d'avoir peu de disponibilité vis-à-vis de notre recherche. Avec nos contraintes aussi, j'en profite pour dire qu'en tant qu'enseignant-chercheur, la vie n'est pas simple et que travailler sur des recherches d'1 an, c'est beaucoup trop court pour nous. Vous l'avez aussi un peu expérimenté, on a aussi d'autres choses, on ne peut pas dédier tout notre temps à la recherche. Alors les difficultés des associations couplées aux difficultés des enseignants-chercheurs, tenir un timing d'1 an, franchement, si je peux faire passer ça à l'IFMA, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est complètement irréaliste. Et si je reprends la totalité de la recherche, on a commencé en octobre-novembre 2020 et on va terminer en février-mars 2023 pour un financement d'1 an. Donc, on doit aussi, c'est bien d'associer les associations, de bien réfléchir, co-construire et autres, mais il faut aussi donner les moyens. Voilà, et peut-être, j'avais peut-être
encore une chose à dire ça? Non, je pense que c'est bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Francesca. Oriane, est-ce que vous pourriez vous présenter et peut-être nous faire un petit point sur comment ça s'est passé pour vous en tant qu'actrice associative du coup qu'est-ce que vous en gardez? Est-ce que ça a mis des réflexions supplémentaires? Qu'est-ce que vous en analysez? Alors pas après coup, on a bien compris ce que ça se finit en février avec toutes les restitutions, mais en tout cas en fin et en après coup. Oui, donc moi je suis Oriane Barrois, je suis la directrice d'une association qui s'appelle Agriculture La Chouette, qui est une petite structure culturelle qui est dans les Alpes de Haute-Provence. J'en dis juste 2 mots pour que vous compreniez un peu d'où je parle. Donc on est une association culturelle qui intervient sur 41 communes rurales de montagne. Et on a, pour le dire vite, 2 grands volets d'action, de la programmation culturelle structurée en saison avec des festivals, des résidences, de l'action culturelle, etc. Et puis un volet d'accompagnement aussi des acteurs culturels de notre territoire. Voilà. Pour la recherche, en fait, pour nous, au départ, cette question de la co-construction, elle nous posait un peu question, on ne se sentait pas forcément très légitime en se disant, quelque part, nous, on n'est pas chercheurs, on n'est pas là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut apporter? Ils savent mieux certainement que nous ce qu'il convient de faire et dans quel sens aller. Donc au départ, des questions sur notre légitimité. Et puis, finalement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant qu'on y soit associé parce que du coup, on rentre vraiment dans le cœur de la réflexion et que ça a vraiment été des temps d'échange avec donc les autres structures culturelles et vraiment sur le fond, en fait, ce qu'on n'arrive finalement pas tant à faire d'habitude, c'est-à-dire qu'on se croise dans des réseaux, dans des réunions, etc., où on se donne un peu notre actualité, mais là, de se poser, du coup, de réfléchir à comment on est structuré, comment ça fonctionne, c'était vraiment intéressant pour nous d'être associés à cette réflexion-là. Après, sur ce que ça a produit, pour nous, donc effectivement, c'est un peu tôt pour le dire, parce qu'on est encore aussi, à la fois à la recherche, on ne l'a pas encore restitué à nos administrateurs, etc. Et puis parce que le Covid, on est encore dedans, on commence là peut-être à en sortir. Donc, voilà, on va voir comment ça évolue. En tout cas, ce qui a été intéressant pour nous en tant que structure, c'est... je l'ai dit déjà, d'échanger avec d'autres structures, ça c'était vraiment intéressant pour nous. De prendre du recul sur ce qu'on fait, on est toujours un peu la tête dans le guidon, et là, à un moment de se poser 2 secondes et de prendre le temps de réfléchir, un peu plus que 2 secondes d'ailleurs, c'était quand même vraiment intéressant. Et c'est arrivé à un moment pour nous de nœud de développement stratégique pour notre structure. Et du coup, ça a nourri tout ça, en fait. Enfin, ça nous a permis de clarifier vraiment qui on était, où on voulait aller. Et du coup, les conséquences, elles sont vraiment intéressantes pour nous parce qu'en fait, on a une vision très claire de finalement, de qui on était. Alors, il y a encore plein de choses à creuser certainement, mais en tout cas, ça nous a donné un peu un cap et ça nous a permis aussi de valoriser ce qu'on était. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on estimait être du bricolage, par exemple, en se disant, ça on le fait en fait parce qu'on n'a pas trop de moyens, ou ça c'est parce qu'on n'a pas les ressources, du coup on s'appuie là-dessus, de se dire, en fait, c'est pas que du bricolage, c'est une ressource aussi, c'est une capacité d'adaptation, etc. Et du coup, de valoriser ça et de formaliser, c'était intéressant pour nous. Et ça a du coup une conséquence aussi sur notre lien aux institutions. C'est-à-dire que c'est un moment où déjà ça a légitimé un peu notre association, parce qu'on est entre guillemets un peu les bouseux de la montagne dans le monde culturel. Voilà. Et c'est vrai qu'on est une petite structure, on est loin dans les montagnes, sur un territoire qui est hyper enclavé, et on n'est pas dans ne serait-ce qu'à l'échelle de la région PACA, on n'est pas dans le microcosme des acteurs culturels, on est toujours un peu loin, on se fait toujours 3 heures de route pour aller aux réunions, etc. Et donc de dire, de valoriser ça, de dire, en fait, il y a des gens qui s'intéressent à nous, c'était un peu, ça nous a aidé un peu à légitimer notre structure. Et le fait aussi que du coup, on ait une vision plus claire de qui on était, ça nous a permis de le positionner par rapport aux institutions. Et ça a eu un vrai écho, c'est-à-dire qu'à la fois de dire, si vous voulez venir, par exemple le département du coup est venu à Gap, à la restitution, c'était intéressant pour nous, c'était valorisant et ça légitimait un peu qui on était.
Et puis, ça nous a permis d'être clair sur qui on était. Et du coup, je pense que cette lisibilité-là, on a réussi à mieux la transmettre. Et concrètement, on a des financements là qui sont déclarés. Un peu plus carré peut-être là-dessus, et que notre stratégie, on a pu la définir un peu plus clairement. Donc ce qui est quand même pas négligeable à ce moment-là de notre histoire.